Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la review de SummerSlam 2012. Donc c'était la 25e édition du Biggest Event of the Summer. J'ai commencé directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc c'était le 19 août 2012. Donc ça se tenait à Los Angeles, Californie, au Staples Center, donc une salle mythique qui a accueilli de nombreuses années SummerSlam. Donc le thème musical de ce pay-per-view, donc c'était Don't Give Up de Kevin Rodolphe. Donc la WWE qui s'est déjà servi des thèmes musicaux de Kevin Rodolphe, puisque il s'en était déjà servi pour le Royal Rumble 2009 et WrestleMania 26. Donc voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer directement par le premier match de la soirée. Donc le premier match de la soirée, donc c'était Chris Jericho contre Dolph Ziggler. Donc j'ai trouvé que c'était un bon choix de mettre ce match-là en opener parce que bah voilà, c'était un bon match entre les deux. Tout simplement, je trouve que c'était vraiment un bon choix. Tout simplement pour lancer le pay-per-view, il n'y avait pas de titre en jeu, mais vraiment bon choix pour commencer la soirée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. Je vais revenir donc déjà de base. Donc Jericho est arrivé sur le ring avec un strap autour de ses abdos pour vendre une blessure. En fait, il s'était fait attaquer quelques jours plus tôt à SmackDown en backstage par Dolph Ziggler. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont. En fait, souvent, quand un catcheur a des straps et qui vend une blessure, souvent le catcheur adverse passe son temps à s'en occuper, ce qui rend le match relativement assez chiant. Et c'est le genre de construction de match qui me saoule. Mais là, en fait, il en a pas du tout abusé, Ziggler, donc c'était vraiment bien parce que bah, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un match qui soit basé sur sa blessure et finalement pas du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai noté qu'il y avait quand même eu pas mal de near fall. C'était vraiment un match agréable pour commencer la soirée. Il a duré 13 minutes. Donc bah, c'est une très bonne durée pour un match 1v1. Surtout qu'il n'y a pas de stipulation ni de titre en jeu. À un moment, donc, je vais revenir sur la fin du match avec les prises qui m'ont marqué. Donc à un moment, on a eu un Lion Salt de Jericho qui a été esquivé par les genoux de Ziggler, donc directement dans les abdominaux, donc qui était censé être blessé. Derrière, on a eu l'enchaînement zigzag de Ziggler. Finalement, bah, Jericho a réussi à se relever. Donc juste derrière, on a Ziggler qui essaye de relever Jericho. Jericho porte un code breaker sur Ziggler, mais Ziggler roule à l'extérieur pour ne pas subir le tombé. Donc c'était assez intelligent de sa part. Donc à la fin du match, on a Jericho ensuite qui esquive Ziggler. Donc Ziggler fonce dans le poteau. Il se prend le poteau. Et derrière, donc, on a Jericho qui enchaîne avec un Walls of Jericho pour faire abandonner Dolph Ziggler. Donc j'ai trouvé que c'était un choix surprenant de faire perdre le Mister Money in the Bank. Surtout que Jericho, on le sait, était là pour mettre over les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un résultat assez surprenant. Mais note à part, c'est vraiment un bon match qui a très bien lancé la soirée. Et on commençait vraiment très bien le pay-per-view. J'ai vraiment bien aimé ce match. C'est pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée. J'ai mis 8 sur 10 parce que c'est vraiment un excellent match d'undercard et un très bon opener. Ensuite, le deuxième match de la soirée, bon là c'était un match qui était quand même beaucoup moins attendu, c'était Daniel Bryan contre Kane. Donc alors le match a duré 8 minutes, donc comme vous pouvez le voir c'est pas très long. Bon après la durée honnêtement ne me choque pas dans le sens où c'est pas un match que beaucoup de monde devait attendre. Donc j'ai noté que c'était un match sympa entre deux gabarits totalement différents. Hein, la puissance, le monstre qui est Kane face à un petit gabarit qui est Daniel Bryan, donc c'était vraiment deux styles totalement différents. J'ai trouvé que le match était quand même rythmé par rapport au fait qu'on ait Kane dans le ring. On aurait pu se dire que ça allait être un match extrêmement lent. Finalement, j'ai pas trouvé qu'il était lent, loin de là, même par rapport au fait qu'on ait Kane dans le match. J'ai vraiment pas trouvé le match lent. Ça, c'est un bon point. Donc là, maintenant, je vais revenir à la fin parce que j'ai rien d'autre à dire. En fait, honnêtement, il y a des matchs dans le pay-per-view où je vais avoir presque rien à dire. Celui-là en fait partie. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment un match sympa entre les deux, mais ça s'arrête là. J'avais rien d'autre à dire en fait. Donc à la fin, on a Kane qui a voulu porter un tombstone pile driver sur Daniel Bryan. Et finalement, Daniel Bryan l'a contré en petit paquet. Donc, victoire donc de Daniel Bryan sur le roll-up. Alors, en général, je vous le dis souvent, moi les victoires sur petit paquet, ça a tendance à vraiment me saouler parce que je déteste ce genre de fin. Mais dans ce cas-là, ça ne me dérange pas dans le sens où pour moi c'est totalement legit, totalement logique, totalement crédible. Dans le sens où tu as un mec d'1m70 qui affronte un mec qui fait plus de 2 mètres. C'est pas une victoire d'opportuniste, c'est juste que le mec essaie de gagner comme il peut, et du coup ce roll-up ne me dérange pas du tout, c'est tout à fait logique, et donc j'y crois totalement. Donc victoire de Daniel Bryan qui fait un petit paquet donc sur Kane, voilà, j'ai rien d'autre à dire honnêtement, c'était un match sympa entre les deux, mais il n'y a vraiment rien de plus. Donc j'ai mis 6 sur 10. Et petite précision, après le match, on a Kane qui était furieux en backstage, qui retournait tout ce qu'il trouvait.
et qui donc a trouvé Josh Matthews et qui lui a demandé où était Daniel Bryan. Finalement, Josh Matthews lui a répondu qu'il était parti déjà. Et donc du coup, on a Kane qui a balancé Josh Matthews dans le décor. J'ai vraiment bien aimé ce côté de Kane qui était furieux. Et je pense que la WWE aurait dû utiliser plus ce côté de Kane vénère qui défonce tout ce qu'il trouve sur son passage. Et malheureusement, c'est ce côté-là de Kane qu'on n'a pas retrouvé depuis son retour en 2012 avec son masque. Et c'est bien dommage. Ensuite, le troisième match de la soirée, pour moi, c'est la surprise du pay-per-view. C'était pour le titre intercontinental, donc première défense de titre du pay-per-view. Donc, on avait le champion, Le Miz, face à Rey Mysterio. Alors, le match n'est pas très très long, il a duré 9 minutes. Honnêtement, je pense qu'il aurait mérité de durer plus longtemps. Alors, honnêtement, bon, on sait, ces deux oppositions de style, encore une fois, on a la rapidité et le côté luchador de Rey Mysterio face à un style beaucoup plus basique du Miz, hein, vraiment deux styles totalement différents, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques dans un ring. Donc forcément on avait donc le Miz qui essayait de ralentir Mysterio en lui portant des prises de soumission au sol, des colliers de tête, tout ça. On avait Mysterio qui essayait de prendre de la vitesse à chaque fois, le Miz essayait de ralentir le rythme. Et puis donc on a une première partie du match qui s'est, on va dire, déroulée, on va dire comme ça, même si cette première partie n'était pas ennuyante, loin de là. Et alors la deuxième partie du match a été vraiment un régal, je me suis régalé. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne alchimie entre les deux, vraiment il y avait une très bonne connexion, vraiment il n'y a eu aucun botch. J'ai vraiment pris mon pied en voyant ce match, je m'attendais pas à avoir un match mauvais entre les deux, mais vraiment j'ai été vraiment à fond dans le match, j'ai été vraiment captivé. A noter qu'à la fin on a le 619 de Rey Mysterio qui a voulu enchaîner derrière avec le Frog Splash, finalement le Miz esquive le Frog Splash. Et donc finalement à la fin on a le Miz qui projette Rey Mysterio dans un coin du ring et qui enchaîne avec le Skull Crushing Finale pour le tombé final. Donc victoire du Miz qui conserve son titre, mais c'était vraiment un match très 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 sympa. Je vous conseille d'aller le voir si jamais vous en souvenez pas de ce match, mais je l'ai vraiment vraiment trouvé bon. Et je vous le dis direct, pour moi c'était le meilleur match de la soirée, et c'est pas une blague. J'ai vraiment été captivé par ce match. Et note à part, c'est vrai que le Miz, on a tendance à beaucoup le critiquer, je trouve. C'est vrai que dans un ring, le Miz, c'est pas le catcheur le plus incroyable, loin de là. Mais je trouve que, en général, c'est vraiment un catcheur très complet. Je veux dire, au micro, il est vraiment doué. C'est un catcheur charismatique, c'est un très bon heel, le Miz. Par contre, c'est vrai qu'en face, je le trouve très fade. Mais alors, en heel, je le trouve vraiment, vraiment bon. Et je trouve que c'est vraiment un catcheur qui est très, très sous-coté. C'est vrai que dans un ring, c'est pas un catcheur qui va te vendre du rêve. Mais en général, je trouve que c'est vraiment un mec très très complet. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, vu le palmarès qu'il a à la WWE, c'est pas anodin. Et voilà, tu donnes pas un palmarès pareil à un mec qui sait rien faire. Donc voilà, donc vraiment, c'est pour moi la surprise de ce pay-per-view. J'ai vraiment pris mon pied. Ensuite, le prochain match, c'était pour le World Heavyweight Championship. Un titre que j'espère qu'on retrouvera très très bientôt à SmackDown, note à part. Donc on avait le champion Sheamus qui défendait sa ceinture face à Alberto Del Rio. Donc le match a duré 11 minutes 20, donc c'est une bonne durée, même si c'est pas très très long, je trouve, pour un match de championnat, surtout le poids lourd. Donc alors honnêtement, je vais être direct avec vous, j'ai rien à dire sur ce match. Enfin, je veux dire, dans sa construction, j'ai rien à dire. De toute façon, des Del Rio Sheamus, on en a bouffé toute l'année 2012, donc au bout d'un moment, voilà, stop, hein, on a une indigestion. Donc alors je vais revenir à la fin parce que c'est surtout la fin qui est à noter. Donc alors c'est vrai que Sheamus contre Alberto Del Rio, on en a bouffé excessivement pendant l'année 2012. J'ai trouvé que le match avait été construit d'une façon très bizarre, c'est-à-dire que dès le début de match, on a les deux qui ont essayé de porter leur prise de finition, ce qui est très rare en fait. Enfin c'est vraiment rare que tu aies un match qui commence comme ça, c'était assez bizarre je trouve. J'ai trouvé le match dans sa globalité pas mauvais, c'était pas dégueulasse ce qu'il faisait dans un ring. Maintenant c'est vrai que vu qu'on en a bouffé pendant toute l'année 2012, au bout d'un moment t'en fais une indigestion, donc bon voilà quoi. Donc je vais revenir à la fin parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Donc à la fin, on a Del Rio qui fait semblant de s'embrouiller avec Ricardo Rodriguez, donc en fait c'était bien évidemment une feinte. Rodriguez balance une de ses chaussures à Del Rio, sauf qu'en fait il vise mal et du coup c'est Sheamus qui récupère la chaussure et qui frappe Del Rio avec. Il enchaîne derrière avec un Irish Curse Backbreaker près des cordes. Donc en fait, Sheamus tente le tomber. Del Rio pose son pied sur la corde. Donc normalement, le match n'est pas fini. Sauf que l'arbitre ne voit pas que Del Rio avait ses pieds dans les cordes. Donc le match se finit comme ça. Victoire de Sheamus.
qui conserve son titre poids lourd là-dessus. Autant vous dire, je vais pas vous faire un schéma, vous avez compris, c'est une fin nulle à chier. C'est vraiment nul à chier, c'est ce qu'on aurait pu retrouver dans la division féminine cette année, quoi. C'est vraiment nul à chier, vraiment. Des fins comme ça, surtout à SummerSlam, c'est vraiment nul, nul, nul. Que tu fasses ça à Raw, à SmackDown, je m'en fous. Mais tu fais pas des trucs comme ça en pay-per-view, c'est vraiment... C'est nul, voilà, il n'y a pas à chier, c'est nul à chier, quoi, voilà. Donc, du coup, la note en a pris un certain coup. J'allais mettre une note du style genre 6,5, 7, mais vraiment pas plus, hein. Et bah, du coup, avec cette fin de merde, j'ai descendu à 5,5 parce que clairement, faut pas se foutre de la gueule du monde, c'était vraiment une fin nulle à chier. J'ai rien d'autre à dire, voilà. Ensuite, le prochain match, c'était pour les WWE Tag Team Championship. Donc, on avait les champions R-Truth et Kofi Kingston qui défendaient les ceintures face aux Primetime Players. Une équipe dont je n'ai jamais été fan. Et déjà en 2012, je l'ai trouvé totalement nul. Enfin, pas nul, mais je l'ai trouvé vraiment sans charisme. Encore pire que maintenant. Enfin, vraiment, aller revoir les Primetime Players en 2012, c'était vraiment triste. Hein. Vraiment très très triste. Des slip roses avec une étoile. Enfin, c'était triste. Vraiment très très triste. Mon avis sur ce match, pareil, je vais être expéditif, j'ai presque rien à dire. C'était un match totalement random. On a eu un travail des Primetime Players sur Kofi Kingston pendant plusieurs minutes. C'est le schéma d'un tag team match à la WWE dans 95% du temps. Les heels qui font un travail à deux sur l'un des faces de l'équipe adverse. Ça s'est vérifié encore une fois avec ce match. Le highlight du match, c'est Kofi Kingston qui porte un springboard crossbody sur Titus O'Neil à l'extérieur du ring. Voilà, c'est le move du match. C'est presque, voilà, honnêtement, si jamais vous regardez le pay-per-view, avant ça à la fin, vous voyez ce move. Voilà, vous avez vu le match, quoi. Qu'on a quelques secondes plus tard, on a R-Truth qui porte le pay dirt sur Darren Young. Donc voilà, conservation des titres de R-Truth et Kofi Kingston. Voilà. J'en pense pas grand chose, c'était un match tag team vraiment pas terrible. J'ai mis 5,5 sur 10 comme pour le match précédent parce que j'ai vraiment pas trouvé que ça volait haut. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était pour le WWE Championship. Donc c'était CM Punk le champion face à John Cena et le Big Show dans un triple threat match. Donc à noter, ça je l'ai pas mis dans mes notes mais je viens d'y penser. Encore une fois, le match de CM Punk, qui est le WWE Champion, n'est pas le main event du pay-per-view. Ça me pose énormément de problèmes. Je vais quand même leur expliquer pourquoi ça me gave en fait. Ce qui me gave quand t'es... Enfin pour moi, hein, quand t'es WWE Champion, normalement t'es le mec le plus over de... Normalement t'es le mec au sommet de la pyramide à la WWE. Normalement, hein, quand t'es champion, pour moi t'es au sommet de la pyramide. Et normalement, enfin, ça me paraît logique. Normalement, celui qui est WWE Champion est assuré de faire les mini-events. Ça me semble logique. Et ben CM Punk, et je dis pas ça parce que c'est mon catcheur préféré, pendant l'année 2012, il a enchaîné les pay-per-view, les matchs de championnat, mais aucun main-event. Donc c'est vraiment triste. Note à part. Donc voilà, enfin honnêtement, je trouve que c'est du n'importe quoi. Ça décrédibilise pour moi le champion, le fait de ne pas main-eventer les pay-per-view. Parce que ça veut dire en fait, si on suit cette logique, hein, quand on a des matchs de... Enfin, pour moi, quand on a des main events de pay-per-view qui ne sont pas pour les titres, ça décrédibilise totalement ta ceinture et ton champion. Donc, clairement, ça m'a pas du tout fait plaisir de voir ça encore une fois. Donc, note à part, j'ai trouvé que c'était l'un des triple threat matchs les plus lents que j'ai pu voir de ma vie. Alors, bien évidemment, le match est très lent à cause du Big Show, mais il y avait des manières de faire ça mieux. C'est-à-dire que, par exemple, pour Brock Lesnar, John Cena, Seth Rollins au Rumble 2015, on a Lesnar qui a été mis KO pendant de nombreuses minutes, ce qui a permis d'avoir un 1v1 pendant de nombreuses minutes, ce qui fait que le match était très très plaisant. Bah là je pense qu'ils auraient dû faire pareil, c'est-à-dire que le Big Show aurait dû être mis KO à l'extérieur du ring pendant de nombreuses minutes. Comme ça on aurait pu avoir Punk contre Cena pendant de nombreuses minutes, et puis à la fin on aurait eu le Big Show qui revient en mode destructeur. Sauf que là c'est pas comme ça que ça s'est passé en fait. Le truc c'est que le Big Show a dominé tout le match, il était en mode Brock Lesnar pour vous donner une idée, c'est-à-dire que les adversaires mettaient un coup, Big Show en mettait 8, en mettait 10 quoi. Donc en fait le Big Show a marché sur Punk et Cena pendant tout le match, grosse domination du Big Show. A noter que la fin du match a quand même été un peu plus rythmée puisque Big Show a quand même craqué au bout d'un moment contre 2v1, ça me paraît logique.
Je vais revenir à la fin qui est vraiment pas terrible. Donc en fait à la fin on a eu une double prise de soumission, donc de la part de Cena et de Punk sur le Big Show. Donc on a eu le STF de Cena d'ailleurs qui était extrêmement mal porté. C'était vraiment un énorme botch, enfin très mal porté tout simplement. On n'y croyait même pas, il n'y avait même pas de... Voilà, totalement foiré quoi. On avait un genre d'Anaconda Vice de CM Punk qui en plus de ça rajoutait un peu ses jambes, enfin c'était un petit peu bizarre. Euh, et finalement donc le Big Show abandonne. Donc vous connaissez la suite. L'arbitre, ben il sait pas trop quoi faire parce que bah forcément le Big Show a abandonné, mais les deux portaient la soumission. Donc bah du coup l'arbitre il sait pas trop quoi faire. Et donc du coup à l'époque la general manager de Raw, donc qui était AJ Lee, arrive et dit que on recommence le match. Donc quelques secondes plus tard, on a le Big Show qui porte un double chokeslam sur Cena et Punk. Le Big Show tente deux fois le tomber et finalement les deux se dégagent. Et puis donc juste derrière, on a John Cena qui porte son Attitude Adjustment sur le Big Show. Finalement Punk dégage Cena hors du ring pour faire le tomber sur le Big Show. Donc pour conserver son titre de la WWE, donc on peut le dire victoire de Punk à la Edge, hein, vraiment une victoire d'opportuniste pour The Straight Edge Superstar. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas enfin c'est vraiment pas le meilleur triple threat match que j'ai vu de ma vie, clairement pas. Après le match c'est pas mauvais, mais vraiment, enfin je veux dire honnêtement c'était vraiment pas ouf. Le match a duré 12 minutes 30, donc c'est ça va, même si pour moi encore une fois c'est pas très long pour un match de titre aussi important. J'ai mis 6,5 sur 10 parce que vraiment je dis pas que c'est mauvais, hein, mais voilà, enfin honnêtement, je me voyais pas mettre plus que ça. Le Big Show a ralenti le match pendant une très grosse partie du match, quoi. Et bah du coup, forcément, voilà, le match a pas été très emballant. Il manquait beaucoup de rythme, et c'est ça qui est problématique, c'est que normalement les triple threat match apportent de la vitesse, et là justement il n'y en avait pas. Donc bah du coup, voilà. Et enfin, on arrive au main event de cette 25e édition de SummerSlam. On avait The Game, Triple H face à The Beast, Brock Lesnar. Donc, premier point, la durée. Le match a duré 19 minutes, donc c'est une très bonne durée. A noter quand même, et c'est extrêmement rare, il n'y a eu aucun match pendant ce pay-per-view qui a dépassé 20 minutes. Et c'est à noter parce que c'est vraiment très rare que ça arrive. Euh, alors, avant de parler du match, j'ai trouvé que la rivalité avait vraiment été sympa, parce qu'il y avait eu forcément la vidéo package, voilà, la promo du match, le teasing. J'ai trouvé que ça avait vraiment été bien fait, avec par exemple Lesnar qui avait déjà brisé le bras de Triple H. On l'avait également vu briser le bras de Shawn Michaels. J'ai vraiment trouvé que c'était bien, ça avait été bien construit. Et note à part, encore une fois, je fais une aparté, mais voilà, cette année, on aura normalement Brock Lesnar contre Randy Orton à SummerSlam. Normalement, d'après les dernières rumeurs, il n'y aura aucun affrontement, aucun tête-à-tête, aucune construction pour ce match. Ben non, désolé. La preuve avec cette vidéo package, une rivalité construite, ça te donne... Bah voilà, ça te rend beaucoup plus dans le match, c'est tout à fait normal. Et je trouverais ça vraiment dommage si les deux ne construisaient pas la rivalité. Enfin bref. On va revenir donc au match. Bah honnêtement, voilà, je vais vous comparer ce match à un autre match que j'ai pas du tout aimé. Ce match m'a fait énormément penser à Brock Lesnar contre Roman Reigns de WrestleMania 31. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. Pour ceux qui comprennent pas, qu'est-ce que j'aime pas comme style de match, bah ce genre de match, je n'aime pas du tout. Et ben voilà. Là, c'était même pas du catch, c'était un street fight. Alors, j'ai aussi oublié de le préciser. Triple H, avant le match, enfin, on l'avait vu pendant le milieu du show, parlait à l'arbitre en disant que. Alors, c'était un match simple, mais en gros, il disait à l'arbitre laisse-nous se battre, il n'y a pas de disqualification, tout ça, bref. Donc voilà, vraiment, il voulait que le. Voilà, c'était vraiment personnel. Donc, ça ressemblait plus en fait à un combat d'UFC qu'à un combat de catch, ce qui m'a posé énormément de problèmes, dans le sens où c'est du catch, c'est pas du combat libre. C'est ça le problème, c'est que j'avais pas l'impression de voir un match de catch, et quand ça me fait cet effet là, bah je rentre pas du tout dans le match, ça a été le cas. Je me suis fait chier. Plusieurs fois devant mon écran je disais boring. Généralement quand je dis ça c'est pas du tout bon signe quoi. Voilà, là je relis mes notes, match ennuyant, aucun rythme,
très peu de prises. C'est vrai, c'était ça. Il y avait presque aucune prise pendant ce match. C'était que des coups de poing, des coups de genoux, des coups de pied. Euh, pff. À noter que les deux ont travaillé sur une partie du corps de l'adversaire. On a Lesnar qui a travaillé le bras justement qui avait été brisé quelques mois plus tôt sur Triple H. Et donc Triple H, lui, s'en est pris aux côtes, enfin à la ceinture abdominale de Brock Lesnar, puisqu'en fait Brock Lesnar à un moment a percuté la table des commentateurs et donc a vendu qu'il avait mal. A noter quand même qu'il y a une chose qu'il faut quand même, parce que certes c'est vrai que le Lesnar depuis son retour en 2012 il y a très peu de matchs de lui que j'ai apprécié, parce que ce côté combattant UFC j'aime pas du tout vraiment. C'est vraiment le Lesnar moi de 2002-2004 que j'apprécie. Mais il y a une chose que je peux par contre, on peut pas lui enlever à Lesnar, c'est que c'est vraiment un très très bon seller. Parce que quand il s'est blessé à la table, j'avais limite, j'y croyais à un moment, je me suis dit putain, il s'est vraiment fait un point de côté le con. Et finalement pas du tout en fait. C'est que la preuve que le mec l'a bien vendu, parce que même moi je me posais des questions. Et on peut dire ce qu'on veut sur Lesnar, mais c'est un très très bon seller. Pour moi c'est l'un des meilleurs sellers actuellement à la AVE. Et j'ai pas honte de le dire honnêtement. Note à part, je vais revenir à la fin du match parce que j'ai vraiment rien d'autre à dire. Donc à un moment on a eu un pedigree de Triple H, finalement Lesnar s'est dégagé. On a également eu un low blow à un moment de Lesnar, donc du coup l'arbitre du coup l'a pas disqualifié parce que Triple H avait demandé de se battre jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas de disqualification. Donc on a le low blow, enchaînement avec un F5 juste derrière. Finalement Triple H se dégage. Et donc à la fin, on a Triple H qui reporte un pedigree sur Lesnar. Là, on se dit que c'est peut-être fini. Et finalement, en fait, en voulant faire le tomber, on a Lesnar qui le contre en lui portant directement le Kimura Lock. Donc forcément, grosse pression sur le bras de Triple H qui a donc douillé pendant tout le match. Et donc du coup, The King of Kings est obligé d'abandonner donc la victoire de The Beast, Brock Lesnar. Donc à noter en plus de ça que c'était seulement le deuxième match de Brock Lesnar depuis son retour à la fédération, puisqu'il avait perdu en avril face à John Cena à Extreme Rules. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je me suis fait royalement chier, c'est le genre de match que je n'aime pas. Voilà, je vais pas changer mon discours. J'avais le même discours pour Lesnar Reigns, et là j'ai le même discours pour Lesnar Triple H. J'avais pas l'impression d'être devant du catch. Je suis sur le WWE Network, mais j'avais l'impression d'être sur un truc du UFC. Et c'est ça le problème. Et que, en fait, si ça aurait été un no disqualification match ou un truc comme ça, j'aurais pas autant été sévère. Parce qu'en fait, c'est. Par exemple, si ça aurait été un match genre no DQ ou autre, j'aurais mis genre 5, je pense. Mais là, vu que c'est un match simple, c'est-à-dire que c'est un match de catch, vraiment de catch, on demande de la technique. Et vu que j'en ai pas, je peux pas mettre une bonne note. Donc du coup, j'ai mis 4 sur 10 parce que j'ai vraiment été blasé de ce match. Je m'attendais à mieux. Et clairement, c'était vraiment pas la folie quoi. Donc voilà. Écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 6,2 sur 10. Honnêtement, pour moi, les deux meilleurs matchs de la soirée, et c'est très surprenant, je trouve, c'est l'opener entre Chris Jericho et Dolph Ziggler, et le match pour le titre intercontinental entre le Miz et Rey Mysterio, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Ces deux matchs qui sont vraiment très sympas. Surtout le Miz Mysterio qui est vraiment sympa. C'est deux matchs qui ne durent pas plus longtemps. Pour moi, c'est vraiment les deux meilleurs matchs de la soirée. Sinon, tout le reste, c'est soit correct, soit moyen, soit vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Je me trouve même sympa, hein. Honnêtement, je me trouve même sympa pour Lesnar Triple H. Mais bon, voilà, voilà quoi. Donc honnêtement, c'est vraiment pas un pay-per-view flamboyant. Pour moi, il y a deux matchs en fait qui ressortent du lot, vraiment. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment, voilà. Il y a deux matchs qui ressortent du lot, tout le reste c'est soit correct, soit moyen, soit vraiment pas terrible. Donc c'est clairement pas la meilleure édition de l'histoire de SummerSlam, et ce pay-per-view est un petit peu à l'image des autres pay-per-view de 2012, puisque là je suis arrivé donc à SummerSlam, je suis en train de me retaper toute l'année 2012, et donc en tout cas jusqu'en août 2012, tous les pay-per-view se ressemblent presque, c'est-à-dire que il n'y a pas un pay-per-view pour moi qui m'a encore tapé dans l'œil, c'est quand même problématique. Je crois que je vais m'éclater pour faire ma vidéo top 3 et flop 3 des pay-per-view 2012. Je crois que je vais m'amuser à trouver des tops. Ça va être très très drôle, je crois. Enfin bref, voilà. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view si vous l'avez déjà vu. On va se retrouver donc pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. Et puis donc moi je vous dis à la prochaine.
prenez soin de vous. Salut tout le monde!